À partir de janvier 1910, Paris et une grande partie de sa banlieue subissent une crue exceptionnelle dont les conséquences s'avèrent désastreuses. La navigation sur la Seine, dont le niveau atteindra jusqu'à 8,62 m au pont d'Austerlitz, devient impossible. Les rues et stations du métropolitain sont inondées, les chaussées et les monuments sont sévèrement endommagés, les gares sont fermées, l'activité des usines électriques et à gaz s'interrompt. Le préfet de police Louis Lépine se doit de prendre des mesures appropriées pour éviter que cette situation chaotique ne dégénère en une crise sociale, sanitaire et politique d'envergure. Ces nombreuses initiatives visent notamment, en faisant appel aux moyens humains et matériels de la police parisienne et de l'armée, à assurer la sécurité des personnes et des biens, en interdisant toute circulation la nuit pour éviter les vols, ou en venant en aide aux sinistrés. Opérations de sauvetage, évacuation d'immeubles, réquisition de lieux destinés à reloger les victimes, à permettre en journée les déplacements et les activités de la population dans la ville, organisation d'un dispositif de canaux, mise en place d'un système de passerelles, à garantir l'hygiène pour prévenir les épidémies. Les déchets sont par exemple déversés dans la Seine à partir du viaduc d'Auteuil en mobilisant des chariots hippomobiles. Et de bonnes pratiques en matière d'assainissement lorsque la décrue se profilera. Élimination des vases, des boues et des immondices, désinfection des habitations, enfouissement de cadavres recouverts de chaux vives. Pour faire face à cette crue centenale de la Seine, le gouvernement débloque des crédits exceptionnels. Le président de la République Armand Fallières, le président du Conseil Aristide Briand et le ministre des Travaux publics Alexandre Millerand entreprennent aussi de se déplacer dans la capitale, notamment dans le quartier du Gros Caillou, situé dans le 7e arrondissement, et en banlieue. Ils viennent y constater les dommages innombrables occasionnés par la montée des eaux et faire montre de solidarité envers les populations sinistrées. Comme le donnent à voir plusieurs cartes postales, le préfet Lépine est omniprésent lors de ses déplacements des plus hautes personnalités de l'État. Il guide le cortège et le renseigne, notamment à Ivry-sur-Seine, où la ville dévastée rend particulièrement critique la situation des habitants socialement défavorisés. Louis Lépine précise alors au président de la République, les propos sont rapportés par Le Radical dans son article « Les eaux déchaînées », publié le 26 janvier 1910. Pour Paris, ce n'est comparativement rien. Il y aura des dégâts matériels et du chômage. Il n'y aura pas de misère comme ici. Ce sont de pauvres gens qui habitent cette région. Ils n'ont plus ni asile ni ressources. Le lendemain, dans un article intitulé « Les eaux dévastatrices, un désastre national », le journal Le Rappel fait la description suivante du cheminement de ce cortège passant à Ivry-sur-Seine. Alors, par les grandes avenues de ce coin de banlieue, où à chaque station de tramway la foule s'amasse, on se dirige vers Ivry-sur-Seine. Arrêt dans la rue de la Seine, dont une partie seulement est praticable. Tout le reste de cette voie n'est plus qu'un long canal rempli d'eau bourbeuse, qui atteint sur certains points 2 mètres de hauteur. À l'endroit où le président a quitté sa voiture, on a installé un petit pont formé de planches et de bateaux. Dans une longue barque de tôle conduite par des agents du génie, M. Fallières, M. Briand, M. Millerand, M. Lépine et leur suite prennent place. À l'aide de gaffes et de rames, on vogue sur l'eau. Aux fenêtres des maisons, les pauvres gens regardent passer la barque du président de la République. Ils interpellent M. Coutan, maire et député d'Ivry, qui accompagne M. Fallières. « Hé Coutan, fais-nous envoyer du pain !» crie un ouvrier. « Monsieur Coutan, crie une ménagère, envoyez-moi du lait pour mes petits !» Une carte postale satirique du peintre et illustrateur Henri Aurens se moque toutefois de ce cortège dirigé par Louis Lépine, qu'elle présente comme une promenade gouvernementale à une période où une grande comète est alors visible à Paris. Le chaland sur lequel avaient pris place les autorités y est remplacé par des fûts flottants sur la Seine, devant la tour Eiffel et sur lesquels on peut lire « Loupillon », c'est-à-dire le nom du domaine viticole familial du président de la République Armand Fallières, dont il aimait vanter les mérites à l'Élysée. Tandis que la référence à Chanteclair qui s'envole évoque certainement la pièce de théâtre d'Edmond de Rostand, dont la première a été perturbée par les inondations. Bien que tournée en dérision, l'énergie déployée par le préfet Louis Lépine sur le terrain afin d'informer, de secourir et rassurer la population n'est cependant pas sans porter préjudice à sa santé.
Dans un article intitulé « Un Sportsman », qu'elle publie le 1er mars 1910, la revue bimensuelle illustrée, La Culture physique, précise que ce dévouement valut à son auteur de rester 10 bons jours au lit, ayant attrapé au cours de ses pérégrinations, à travers le froid et l'humidité, une de ces bonnes grippes dont il est sorti heureusement. Le 13 février 1910, le président du Conseil Aristide Briand était d'ailleurs venu personnellement au chevet du préfet Lépine, pour lui souhaiter un prompt rétablissement et le remercier pour son abnégation dans sa lutte contre les inondations durant ces journées de désolation.